Bonjour à toutes et à tous, on repart pour un nouvel épisode, une nouvelle semaine qui s'ouvre comme toujours avec un chef. On est en mode expérience aujourd'hui, vous savez, ce format conçu comme une masterclass informelle, 10 questions posées au chef pour découvrir les moments clés de son parcours, mais surtout les enseignements qu'il en a tirés. Aujourd'hui, c'est Maxime Lemeur qui se prête à l'exercice. Je l'ai rejoint au 37 avenue Duquesne, dans le 7e arrondissement. C'est là qu'il reçoit dans son restaurant Gemellus. Et si je dis qu'il reçoit, c'est pas une formule, car vous allez me dire que oui, tous les chefs reçoivent dans leur restaurant, et je suis d'accord, sur le papier. Mais vous le savez, vous l'avez peut-être senti, et tiens d'ailleurs, faites l'expérience la prochaine fois, dans un plat, essayez de mesurer l'intention d'un chef à vous recevoir, à partager. Essayez de trouver sa chaleur, l'envie qu'il a de vous voir passer un bon moment chez lui. Et bien vous verrez que c'est pas simple de traduire cela en salle. Et puis parfois, on va pas se mentir, certains ne voient pas au-delà du pass et cuisinent pour cuisiner. Bref, chacun ses manières. En tout cas, lui, Maxime Lemeur, il cuisine pour recevoir. Il va nous raconter sa vision du métier, un peu de son histoire aussi forcément. Alors on ouvre les micros dans le petit salon qui jouxte sa cuisine. Bonjour chef. Eh bien bonjour. Est-ce que vous êtes prêt à nous raconter les moments clés de votre carrière et surtout les enseignements que vous en avez tirés ? Eh ben oui, allons-y, c'est parti. C'est parti. Maxime Lemeur est dans Chef Expérience. C'est parti. Si on doit parler de kiff, parce qu'on va commencer par le kiff, forcément. Bah, notre métier, c'est du kiff. Bon. Notre vie, c'est du kiff. Bon, après, il y a des jours meilleurs que d'autres, mais on va en parler, on va parler de tous les jours, des bons comme des moins bons. Parlons du plaisir. Au quotidien, dans votre métier, le plaisir, vous le prenez où ? Qu'est-ce qui vous fait kiffer chaque jour ? Est-ce qu'il y a un truc en particulier ? c'est plus mes journées dans l'ensemble, moi, qui me plaisent. Hormis le fait de simplement cuisiner comme un chef, c'est vraiment le côté chef d'entreprise, être avec l'équipe, recevoir des gens. C'est plus cet esprit-là, moi, qui m'anime au quotidien. Évidemment, la cuisine, c'est une part super importante de tout ça. Mais c'est le côté, on reçoit des gens chez soi, le sourire des clients, la bonne ambiance en cuisine. Voilà, je pense qu'on arrive à faire un tout ici. Et c'est pour moi une satisfaction de me dire que et les clients et le staff et moi, on est épanouis dans notre vie. Et est-ce qu'il y a un petit moment, parfois, moi je le vis parfois, il y a des petits moments dans la journée où je me dis « Ah, ça c'est mon petit moment, ça c'est mon truc, c'est le truc que j'aime par-dessus tout ». Est-ce que vous, dans votre vie de chef, il y a ce genre de rendez-vous avec vous-même ? Ouais, c'est un peu spécial. Mais en réalité, quand j'arrive le matin, avant les gens, avant le staff, et que je sors ma terrasse, voilà, c'est de la manute un peu bête, mais ça me permet de réfléchir, de penser à ce que j'aurais pu oublier, ce que je peux faire mieux, de ce qu'on peut faire mieux. Et c'est ce petit moment-là, moi, qui me permet de démarrer ma journée. Ouais. C'est spécial, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'ouvrir ma maison. Et ça me plaît. C'est une petite parenthèse aussi, parce que c'est une vie dans laquelle on n'a pas souvent l'occasion de se poser, d'avoir un petit moment sans les autres, sans cette dynamique justement de groupe. Ouais. Là, on se parle d'un moment avant que la machine soit mise en marche. C'est pas rien en fait. C'est pas. Ouais, on essaye. En tout cas ici, on a pris pas un virage parce que voilà, mais il y avait la cuisine un peu d'avant. Et aujourd'hui, notre métier a quand même beaucoup changé. Ce qui est bien, je pense, ce qui est normal. Et en fait, mon approche forcément a aussi changé. La formation que j'ai reçue, c'est pas la formation que j'enseigne aujourd'hui. C'est-à-dire que on essaye de tendre vers ces petits moments de plaisir qu'on essaie de s'octroyer au cours de la journée. Ça va par une rotation un peu plus courante dans l'effectif. Moi, me retrouver sur des soirées particulières, aller chercher mes filles à l'école, laisser un moment aux gars, ou bien le matin ou le soir pour s'aérer l'esprit, disons. Ouais. Ici, pas le maître mot, mais quand faut bosser, on bosse. Ça, c'est sûr et certain. Tout le monde est super assidu là-dessus. En revanche, je suis aussi le premier à autoriser et même encourager de s'évader un peu. À Laurent, à Valentin, mon directeur, mon second, et au staff en cuisine. Ouais. Je trouve que c'est super important. Faut pas, aujourd'hui, je pense qu'on tire pas le meilleur d'un gars. S'il passe 15 heures chez vous dans la journée, ça marche pas. Enfin, je pense que ça marche plus. Bon, mais voilà. C'est pas anodin quand même comme question, parce qu'on se parle d'un plaisir, d'un kiff de cuisinier, et on se dit en réponse finalement qu'aujourd'hui, le kiff pour être un bon cuisinier aussi, c'est de faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas que de la cuisine non-stop et tout, et qu'on soit dans une forme d'équilibre. Trop tête baissée, après vous voyez plus ce qu'il y a autour. Et c'est con, mais notre métier, c'est aussi aller au marché, analyser un peu ce qui se passe sur les réseaux, ce que font les autres, l'activité qu'il y a à droite, à gauche. Les articles de presse, tous ces trucs-là. Et pour ça, quand vous êtes la tête baissée devant votre colvert, vous voyez pas un peu ce qui se passe autour. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une part super importante de tout ça. Ouais. Voilà. Et
et je tiens à ce qu'on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous. Il faut regarder un petit peu. Je pense que c'est important. Question, le revers de la première, le truc pénible. Il y a des trucs fastidieux forcément, surtout quand on est propriétaire, et qu'on n'est pas juste cuisinier ou salarié ou juste chef. C'est dur de dire juste chef, mais voilà, il y a parfois un cumul de casquettes. Ouais, il y en a plein. C'est quoi le truc qui fait? On vous appelle le samedi parce que il y a une fuite dans la cuisine ou parce que l'alarme se met à sonner. Enfin voilà, ce genre de choses. C'est vrai que le restaurant il est ouvert du lundi au vendredi, mais en fin de compte. Mon attention sur ce restaurant et sur les restaurants qu'on a, elle est constante. Elle est constante et ça peut très bien passer du samedi au dimanche. Par exemple, ce week-end, je sais qu'on va bosser samedi dimanche. Bon, je dis bosser, mais c'est même pas vraiment ça, quoi. On assure la bonne tenue de notre établissement. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça passe par un tas de choses, un tas de bêtises. La fuite, le voisin pas content, ce genre de choses. Ouais. Voilà, c'est le truc un peu moins cool, c'est-à-dire que il y a toujours des aléas comme dans votre propre maison, admettons, et ça change du quotidien. Voilà. C'est pas facile à gérer quand même le fait de ne jamais pouvoir décrocher, j'imagine. Si vous démarrez un projet comme ça, il faut être prêt à ça, parce que sinon ça sert à rien de le faire, quoi. Il faut être prêt à vous dire que c'est votre maison, quoi, c'est chez vous. Et d'ailleurs, beaucoup de chefs qui parlent de leur restaurant comme leur maison, c'est totalement ça. C'est pas anodin. Vous êtes chez vous, c'est votre maison. S'il y a un truc qui va pas, il faut savoir le gérer. Voilà, c'est tout. C'est des aléas. Il y en a qui le prennent comme comment dirais-je, un côté pas cool, mais en réalité, c'est une expérience comme une autre. Ouais. Et ça vous apprend à chaque fois un tas de trucs. Voilà. Alors on remonte le fil pour savoir justement ce qui vous a mené à cette expérience-là. Et si on le remonte assez loin, au tout début, est-ce qu'on peut parler pour vous vis-à-vis de la cuisine d'une révélation, ou est-ce que la découverte de ce chemin, de cette discipline s'est faite progressivement? Comment dirais-je? J'ai pas eu un moment donné. Flash. Ouais, non, j'ai pas eu ça. Non, il y a pas. Enfin, pas pour mon cas. Certainement des chefs, oui, moi non. J'ai pris beaucoup de plaisir à cuisiner, mais encore une fois, je rebondis sur le fait de recevoir des gens avec mon arrière-grand-mère. Voilà. J'ai des souvenirs autour d'un rôti de veau simple avec des pommes de terre. Ça, c'est quelque chose où j'ai toujours été moi avec mon arrière-grand-mère en cuisine derrière elle, à regarder un peu comment ça se passait, emmener les plats à table, dresser la table et compagnie. Il y avait quoi avec ce rôti de veau? Il y avait qui autour? Il y avait quoi? C'était quoi justement? Des rôtis de veau entre guillemets familiaux, donc c'est le dimanche. Il y avait ma mère, il y avait mes grands-parents, il y avait mon père, il y avait mon frère. Voilà, je vois encore très bien la cuisine, je vois encore très bien, elle est plus là, mais je vois encore très bien la salle à manger. L'ambiance. Voilà, je vois le moment et je vois l'ambiance. Voilà. Et je me souviens de cette sauce. Voilà, la sauce du rôti de veau de grand-mamie, c'était quand même quelque chose. Et après, celle qu'on n'arrive pas à refaire en général. On essaye. On n'est jamais à la hauteur. Mon grand-père, il essaye, mais il y arrive pas. Mais après, il y a eu aussi un petit moment où j'allais, quand j'étais chez mon père en Bretagne, je passais un certain temps dans une chocolaterie, dans un labo. Comment on arrive dans une chocolaterie, pardon, en fait, mais ça vous dit ça comme si c'était très naturel. Et en fait, on était amis avec, on était jeunes, avec leurs filles, et en fin de compte, on se retrouvait des fois là-bas dans la pâtisserie, et nous, on arrivait dans le labo, ils travaillaient le chocolat, c'était rigolo, et en fait, il y a une atmosphère, une odeur même, qui m'a marqué. Et ce côté un peu inox, ça m'a pas plu, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Ouais. Et après, en fait, naturellement, je me suis orienté vers ça. J'ai même pas trop posé de questions. D'accord. Alors, quand il a fallu choisir et s'orienter, c'était évident. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de réflexion particulière. Il a fallu un petit peu expliquer à votre famille pourquoi la cuisine et plus pourquoi le fait d'être restaurateur, parce que le but ultime c'était d'avoir son restaurant. Ça, vous l'êtes dit dès le début. Ouais. D'avoir ma tôle. Ouais. Ouais, carrément. Pour pouvoir atteindre justement ces moments-là de réunion, de je vous accueille, Donc très jeune. Les clients et même les potes. J'adore moi quand le resto est fermé le samedi recevoir mes potes, faire l'anniversaire de ma femme. C'est ma maison, c'est ma salle à manger. Donc en fait j'aime bien quand il y a des gens qui viennent chez moi. Et ça, cette envie, vous l'avez eu très tôt donc. Ouais, à chaque fois très jeune. De reproduire l'histoire du rôti en fait. C'est ça, on se parle de ça quoi. Ouais, c'est le moment à table qui me plaît. Naturellement la cuisine évidemment.
Mais c'est parce que le moment à table, il passe évidemment par la cuisine, par le service, mais c'est cet ensemble de choses et c'est nos travaux généraux qui font que ce métier me plaît et comment dirais-je, le moment à table est super important pour moi. C'est pour ça qu'on met ici une touche d'importance sur l'accueil, le service, la déco, l'art de la table. Ouais. Créer le moment. Ouais, c'est des choses qui ont une part super importante. Je veux pas aller dans le chichiteux, prout-prout. C'est pas mon truc. Voilà. C'est noté, chef. D'accord. Ouais. C'est assez clair. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu le bang. Voilà, tiens, j'ai tout. C'était. Il est pas si courant que ça, non. Pour parler. En tout cas, pas pour moi. À pas mal de chefs. Ouais. Ouais, c'est pas si courant que ça, le flash. Après, donc, il y a l'apprentissage. Vous nous le dites. On se lance justement dans la découverte de ce métier-là. C'est quoi les images, c'est quoi les souvenirs, c'est quoi les anecdotes qui vous reviennent quand vous repensez à ces moments-là où vous avez découvert le côté concret de ce métier-là? Alors, mon avis évolue un peu au fil du temps. J'ai fait ma formation BEP Bac Pro, mais pas en apprentissage. Je pense qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je referais de l'apprentissage. Ouais. Parce que alors j'ai dit apprentissage au sens, ouais, bien sûr. Voilà, pas de la terminologie, mais le fait d'apprendre. Exactement. Mais c'est bien le. Mais et si c'était à refaire, et c'est pour ça que je vais rebondir, c'est que vous feriez vraiment je ferais de l'apprentissage, parce que ça vous met surtout des métiers comme le nôtre directement dans le bain et dans le cadre pratique, on du travail. On apprend, on pratique, on apprend. Parce que d'aller à l'école, c'est très bien, mais voilà, des faits marquants, il y en a. Mon premier jour à l'école, j'avais 15 ans ou 14 ans, je mets un costard avec une cravate. Bon, je me dis que je ressemble pas à grand chose, mais j'y vais fièrement avec ma mallette de couteau, etc. Donc, ah ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est sûr que c'est super impressionnant. Et en fait, vous vous rendez compte rapidement que vous apprenez votre métier, vous êtes dans un lycée, vous êtes dans l'adolescence. Donc vous êtes encore dans le côté, je suis à l'école, j'apprends quelque chose qui me fait kiffer, mais je suis encore un peu loin du monde du travail. Vous n'êtes pas projeté dans le voilà. bien sûr. Et ensuite, quand vous finissez vos formations et que vous arrivez un peu dans le monde, ou bien du coup de l'apprentissage en mention complémentaire, ou bien dans le monde du travail, il y a un gap. Il y a un gap, super important. Racontez-moi quand même ce premier jour. On se parle de cravate, on se parle de costard, on se parle d'un truc aussi qui n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, vous le dites, vos copains, eux, ils vont pas forcément dans la même voie et eux, ils vont pas forcément mettre un costard. Donc il y a quelque chose qui se crée entre vous à cet âge-là et forcément votre entourage et les autres garçons, filles de votre âge. C'est bête, mais on parle d'anecdote, mais vous avez 15 ans, vous prenez le bus, ou 16 ans, je sais plus exactement, vous prenez le bus avec un costard et une cravate, au milieu de jeunes qui sont en basket et en sweatshirt, les mecs vous regardent et les autres personnes dans le bus vous regardent en se disant mais il est un peu fou lui. Et en fait non, naturellement, dès qu'on se rapproche de l'école hôtelière, il y avait de plus en plus de personnes en costard cravate et en fait c'est des moments qui sont marquants, ça vous met dans un cadre, je pense que c'est important. Mais c'est pas bête parce que mine de rien ça vous met en tête que vous empruntez direct une voie et qui n'est pas forcément celle ultra conventionnel. Exactement. Et je pense que c'est très bien. Après, ça reste un métier de service avec une certaine rigueur, donc c'est important. La tenue, elle est super importante, que ce soit en cuisine, en salle, et c'est bien de l'apprendre dès le plus jeune âge. Je trouve que c'est très bien. Ouais, mais ça dit quelque chose. Ça dit que ça y est, vous êtes en train d'emprunter quelque chose. Ouais, c'est marquant parce qu'à 15 ans, vous pensez à autre chose que d'aller acheter des chemises et des cravates. Souvent, d'ailleurs, les cravates, elles vous arrivent au genou, quoi. Donc, non, c'est rigolo, mais c'est des moments, voilà. On fait toujours la première photo avec le premier costard, aux premières pompes que vous achetez, bien cirées, toutes belles. Mais c'est vrai que vous êtes quand même. Vous avez les yeux qui brillent, vous êtes un peu gêné parce que c'est pas là où vous êtes à l'aise, mais en fin de compte, vous vous rendez compte que c'était pas grand chose par rapport à ce que vous avez découvert après. Ah ouais. Voilà. Alors l'après, justement, parce que là on se parle des premiers pas dans l'école, de l'apprentissage, forcément un peu de la théorie. À un moment, vous allez donc basculer et découvrir ce qu'est une réalité. Et ça se fait souvent par l'intermédiaire de stages. Avant de basculer dans la vie professionnelle, quel souvenir vous avez de ces moments-là, de ces premiers moments où vous avez découvert non pas ce qu'est une cuisine d'école, mais ce qu'est une vraie cuisine dans un restaurant? C'était les stages, en effet. Après, ça reste des moments bien précis dans une année entière. Donc vous vous rendez compte de ce qui se passe, vous savez que vous allez aller bosser, mais c'est toujours soit avec un camarade,
des fois pas trop loin de chez vous, des fois un peu plus loin de chez vous, mais comment dire? Vous êtes en train de me dire que c'est pas assez vrai, que on n'est pas encore assez dans la réalité. Il y a un début, il y a une fin. Petite frustration Il quand y a un même à chaque début, il fois. y a une fin. Donc voilà, c'est pas tout à fait. Vous savez que votre stage il démarre le 1er, il se termine le 30 ou le 31. C'est très bien, c'est formateur, mais vous êtes encore très jeune et trop jeune pour vraiment vous rendre compte de ce qui se passe. Alors c'est des stages en entreprise, ça porte bien son nom, c'est intéressant, c'est formateur, mais c'est vrai que c'est quand même encore loin de la réalité. Et je sais plus, je crois que j'avais fait deux stages sur les années où il y avait deux stages de 1 mois sur l'année à chaque fois, c'est trop peu. Enfin, je pense que c'est trop peu. Après c'est difficile la relation avec l'école, etc. Mais je pense que il faut tendre à ça, parce que les moments avec le prof, les TP, c'est très cool. Vous apprenez plein de choses. Vous apprenez pas autant qu'en entreprise. Et puis surtout, il y a un côté, je vais en cours avec des potes, quoi. Donc voilà, vous cuisinez, vous faites votre TP avec le Minsan que tout le monde connaît. Et derrière, vous prenez quand même un moment pour vous marrer. Donc voilà, vous apprenez votre métier, mais vous êtes quand même encore aujourd'hui trop loin. Enfin, à l'époque, trop loin de ce qui se passe vraiment dans une cuisine. Et après le bac pro, je fais une mention complémentaire. Donc là, j'arrive dans l'apprentissage. Je suis déjà plus âgé, j'ai 18 ans, quelque chose comme ça. Je vais dans un 2 étoiles au Bourget du Lac en mention complémentaire en pâtisserie. Et là, on comprend qu'il va se passer des trucs. Là, il y a un gap. Ah ouais, là, on a franchi un petit step. Déjà, il y a une réalité et en plus dans vous partez un niveau un peu plus loin de chez vous. Si vous habitez à côté d'une grosse tôle, c'est différent, mais je pars un peu plus loin de chez moi. Donc pour y aller, je mets 3/4 d'heure, 1 heure en voiture. J'arrive dans un endroit que je connais pas, avec des gens que je connais pas, dans un logement qui est un logement pas de saisonnier, mais pas loin. Donc là, vous dites bon. Et 2 étoiles, vous commencez à faire quelques heures quand même. Vous apprenez une rigueur, une grosse équipe. Il y avait quasiment 20 personnes. Ça impressionne. Ouais, c'est clair, c'est impressionnant. Ouais. Et là, vous savez tout de suite si vous voulez continuer ou arrêter, parce qu'il y en a un paquet qui arrêtent. Je pense que dans ma classe, aujourd'hui, des mecs qui font encore de la cuisine, sur 25, et peut-être 15, je dirais, 15, à peine, 10. Il y a un tiers qui... c'est simple, il y a un pote qui a ouvert son resto, et les autres, j'ai plus trop de rapport avec eux. Je sais qu'il y en a qui bossent encore en cuisine, mais ouais, franchement, il n'y en a pas énormément. Donc là, c'est la première, c'est un peu l'épreuve du feu. On voit si une fois qu'on est confronté à la réalité, on tient ou pas. Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a fait... douter dans ces moments-là? Le travail en équipe, moi ça me plaît énormément. Le côté entre guillemets formateur me plaît beaucoup. Rencontrer un chef qui me forme, qui m'explique son approche, moi c'est quelque chose qui m'a plu. Et après c'est un cadre. Vous arrivez dans une entreprise, faut vous faire votre place entre guillemets, dans le bon sens du terme. Essayer d'apporter quelque chose. Et surtout, être dans l'engrenage de l'équipe, de la brigade et arriver à trouver sa place pour, entre guillemets, après derrière, vous apporter votre pierre à l'édifice. Alors, et ça, je trouve, c'est intéressant. Ouais, mais alors, c'est tout un chemin. Avant de porter sa pierre à l'édifice, il faut, comme vous dites, trouver sa place. Ça rime à quoi, trouver sa place? Comment on le fait? C'est quoi les conseils que vous donneriez? Parce que selon les chefs qu'on va suivre, c'est plus ou moins facile. On se rapproche plus ou moins d'eux. Il y en a qui sont plus ouverts, plus accueillants, qui vont vous prendre sous votre aile. Il y en a qui sont plus exigeants et vers qui c'est plus difficile d'aller. C'est quoi la bonne attitude, justement, pour quand on débarque? Ma technique, c'est d'observer. Il y a toujours une phase quand vous arrivez dans une entreprise. On observe, on profile bas. Et même aujourd'hui dans ma vie, j'aime bien observer, regarder, etc., analyser, même les services. Enfin, je veux dire, on a un œil un petit peu partout. Et je pense que ça c'est super important quand vous arrivez encore même jeune, très jeune, dans une équipe. Comme ça vous permet un peu de juger l'état d'esprit de chacun et d'adapter forcément votre attitude en fonction de la personne à qui vous parlez. On commence par l'observation. Je pense que c'est super important. Ouais. Je pense que c'est super important. Ça permet d'analyser, de se dire avec cette personne je vais être plutôt comme ça, mais n'oubliez pas qui vous êtes aussi. Il faut aussi savoir montrer un peu votre personnalité, mais ça passe plus par le travail que par le côté faut faire ci, faut faire ça, etc. C'est vous démontrer ce que vous pouvez faire avec vos mains, tout simplement. C'est la réalité aussi de notre métier. Mais c'est vrai que mon conseil, moi, c'est plutôt l'observation. Faut pas arriver en disant, non, c'est pas rouler des mécaniques. C'est pas mon truc et surtout, je pense que vous apprenez rien en faisant ça. C'est pas ce qui marche. L'observation, c'est super important chez nous.
observe ceux qui savent, donc les chefs. Et il y en a forcément qui vous ont marqué et qui ont forcément marqué ses débuts et même votre carrière, même peut-être plus tardivement. On parle souvent de mentors. Est-ce qu'il y a des figures comme ça qui ont marqué votre histoire et qui ont imprimé quelque chose? Chaque chef que j'ai côtoyé m'a pas appris directement quelque chose, mais j'en ai tiré par un enseignement, mais ça m'a marqué. Il y a quelque chose dans ma tête qui s'est mis, un petit tiroir, avec ce chef j'étais comme ça, avec ce chef j'étais comme ça, et derrière ça fait un peu le chef d'entreprise que je suis aujourd'hui. À Grenoble chez Eric, c'était mon premier job, mon premier CDI, c'est pas rien. Il y a une relation un peu familiale, c'est-à-dire voilà, il m'a expliqué l'entrepreneuriat, les produits, la cuisine et on est amis aujourd'hui. Et je trouve que c'est super important de bien observer et entre guillemets analyser ce que chaque chef vous apprend. Et voilà, il m'a appris quelque chose, le calme, le fait de bien déléguer à son équipe, de pouvoir, quelque chose qui m'a marqué chez Eric et Daniel, c'est de pouvoir allier le plaisir aussi et le travail. Et il y avait une sorte de symbiose là-bas où on arrivait à passer des bons moments ensemble, en off aussi naturellement, et au boulot. Et là, c'est quelque chose qui m'a super marqué parce que c'était une ambiance assez familiale. C'était et c'est ce que j'aime moi aujourd'hui chez moi. Ça, on sent que c'est un modèle qui vous parle. Ouais, parce que un modèle entrepreneurial même, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cet affect-là et ce lien-là. Et je passe plus de temps aujourd'hui avec les gars qu'avec mes filles, ma femme ou ma famille. Donc c'est un peu ma famille aussi. Donc si vous entendez pas avec votre famille, tout le monde le sait, c'est un peu compliqué quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, après il y a toujours des gens avec qui vous avez plus d'affinité que d'autres, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est important d'avoir cette personne-là au début de sa carrière. Souvent, il y a quelque chose qui se débloque à partir du moment où on a trouvé la personne qui va un petit peu nous prendre sous son aile. Un petit peu, il y a une petite notion de paternaliste, de je vais te montrer un peu plus. Mais ça l'a fait un peu avec au moins 2 chefs que j'ai rencontrés. Eric, quand j'étais plus jeune. Est-ce qu'on peut donner son nom quand même? Eric Gaggio et Daniel. Daniel est en salle, Eric est en cuisine. Donc voilà, là-bas, culture du produit, rapport un peu paternaliste en effet. Et c'est aussi pour ça, je le répète, qu'on est amis aujourd'hui. Et après, il y a Jean-Pierre Vigato. Voilà. Plus âgé, étoilé, double étoilé à l'époque. Une icône, quelqu'un avec un charisme qui est très marqué. Quand vous arrivez en entretien, ça vous transpirez un peu, quoi. Et après, au fil du temps, on a construit cette relation qui est devenue presque un peu la même qu'avec Eric. C'est que Jean-Pierre, chef, parce que j'appelle tous mes anciens chefs, m'a peut-être un peu plus pris sous son aile, mais surtout en arrivant à Paris, quand vous êtes jeune, si vous avez un peu cette relation avec le chef, ça va vous ouvrir des portes. Et on revient un peu toujours sur ça, ça va vous ouvrir des moments, et des moments partagés avec lui. Et j'ai passé avec lui des moments dont je me souviendrai toute ma vie. Voilà, et c'est ce côté-là. Alors en cuisine, alors évidemment, quel genre de moments s'ils sont mémorables comme ça, mais c'est lequel qui vous vient à l'esprit? Quand on part à l'autre bout du monde 3 années de suite à Tahiti, qu'on se retrouve sur un paquebot, voilà, on se fait des blagues, on rigole, on passe des moments à table et on prend des fous rires, on s'éclate. Je me retrouve, je veux dire, j'arrive à Paris, je pense, 2014 ou 2013, un truc comme ça. Et au bout d'un mois et demi, il y a le second qui vient me voir et qui me dit: Maxime, faut que tu ailles au Maxim's, faire un repas pour le club des 100, ils sont 60, tu vas faire la miette au caviar. Moi, ok, moi j'avais pas de bagnole à l'époque, donc je prends le métro avec mes 3 kilos de caviar, etc. Donc je me retrouve là-dedans, je me dis putain, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est un truc de fou. Et en fait, j'arrive au Maxim's, c'est un moment qui m'a marqué parce que je me suis dit c'est quand même pas Grenoble, quoi. Il se passe des choses qui sont pas tout à fait conventionnelles. Et ça, c'est un moment aussi qui m'a marqué. Naturellement, bon, les voyages, ça m'a marqué, et aussi période de Fashion Week. Maxime, il faut que tu ailles chez Potel et Chabot, il faut leur montrer le menu, on va faire un repas pour Louis Vuitton au Louvre devant la Joconde. Bon, à l'époque, j'étais passé second. Donc je vais avoir 26 ans, 25 ans.
bon, j'arrive chez Potel, c'est des recettes qu'on faisait régulièrement, donc j'arrive à leur montrer le truc. Puis chez Potel, je me rendais pas encore trop compte de l'événement qui allait se passer. Mais encore une fois, je rebondis là-dessus. Ça m'a amené quelque chose, et c'est des souvenirs qui sont encore gravés dans ma tête. Ouais. Mais pour leur caractère exceptionnel aussi, là, en l'occurrence. Ouais, bien sûr, mais après derrière tout ça, c'est quand même la cuisine. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous arrivez à montrer une recette, et voilà, c'est des choses qu'on vit grâce à la cuisine, à titre exceptionnel évidemment. Mais là-bas, il y avait un peu cette atmosphère à Apicius où c'était un peu grandiose tous les jours. Oui. Le cadre, le resto, la fréquentation, voilà. Et en gros, je rebondis un peu sur ça. Donc je vais chez Potel. Et puis le jour de l'événement, je me pointe au Louvre. Et là, Potel était là avec son staff. Oh là là, il y avait au moins 25 ou 30 cuisiniers. Je me dis, fou. Ils me mettent un badge autour du cou. Et là, il me dit, bah chef, première fois qu'on m'appelle chef, et pas Vigato, faut tout goûter. Il me tend une cuillère, il me tend toutes les casseroles, clac, 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 clac. Et là, je me suis dit, ouais, c'est moi. Il va se passer quelque chose, quoi. Ouais. Et en fait, c'était une super expérience. Parce qu'en fin de compte, le travail qu'on a fait en amont, bon, évidemment, tout allait bien. On connaît Potel, hein. Mais c'est des moments qui m'ont marqué, ouais. Parce que vous êtes quand même jeune. Et vous vous dites, bon, ça fait un peu stressé quand même, quoi. Ah bah oui, Ouais. c'est hyper impressionnant. Et c'est des trucs, moi, je m'en souviendrai toute ma vie. La cuisine, mais la salle. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que, encore une fois, on renoue avec ce qu'on a dit au début, c'est que la cuisine, pour vous, c'est comme un véhicule pour vivre des choses. On se parle de ça depuis le début, en fait, finalement. On se dit que la cuisine, elle vous amène à, toujours. Ouais. Bah, à la Joconde, à la salle de votre restaurant, aux copains qui viennent le week-end. Ouais. Bah, enfin, je veux dire, chaque être humain se nourrit, hein. Donc, ah, mais il y a des mecs qui restent dans leur casserole et le nez dans leur casserole et ça leur va très bien. Vous, on sent que c'est la vie vers laquelle ça vous amène qui vous fait vibrer aussi. Ouais, je dis pas que la cuisine ne vous intéresse pas, hein, mais... Ouais, bien sûr, mais je suis quelqu'un d'assez discret dans la vie. J'adore ce que je fais, j'adore mon métier, j'adore ma vie. Mais c'est vrai que j'aime partager des moments avec des gens, mais plus facilement avec des gens que je connais déjà. Alors, c'est un peu de la triche, mais voilà, j'essaye de m'ouvrir un petit peu. C'est pas facile. Moi, elle rigole parce que c'est pas trop moi, mais encore une fois, ici, j'ai plus de chef. Mais on a des relations. J'ai rencontré Emma il y a quasiment 1 an. C'est pareil, un tiroir. Ouais. Et ça me fait changer en tant qu'homme et en tant que chef Ouais, et chef d'entreprise. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est tous ces petits trucs-là. Bon, on Voilà. se parle de grands moments, on se parle de choses exceptionnelles. Il y a aussi des choses qui forment et des choses qu'on fait pas bien, surtout quand on apprend. Ouais. L'erreur que vous avez faite. C'est marrant parce que... Vous allez dire qu'il y en a plein, mais... Attendez, je vous le dis, vous me dites si ça correspond. L'erreur que vous avez faite et pour laquelle vous avez dit, alors ça, mais plus jamais. Une erreur en cuisine un peu bête. Ambassadrice des États-Unis, à Apicius. Bon, ils étaient 10, toute la table prête et tout dressé. Je sors le poisson de cuisson. Ah, je le fais tomber par terre. Et là, je me suis dit, bon, Maxime, maintenant, faut que tu te concentres, quoi. Pas que tu te concentres, mais je sais que je referai plus une erreur aussi bête, quoi. Ouais. C'est tout. Parce que là, vous êtes un peu pas la tête en l'air, vous avez mis le truc à faire, vous prenez pas le bon matos pour transporter ça, et puis vous flinguez toute la table parce que vous avez fait tomber le poisson de la dernière personne. Ouais, là, on se dit qu'il faut être vous avez quasiment pas le droit à l'erreur. Ouais. Et c'est ce qui est difficile dans notre métier aujourd'hui. C'est que du lundi au vendredi, et peut-être même des fois un peu le week-end, pas d'erreur, impossible. Parce que derrière, on vous loupera pas. Ouais. Et c'est super, c'est un peu, c'est pas ingrat, mais c'est difficile. Comment on vit avec ça? Parce que, bah oui, c'est compliqué. C'est un logiciel qui est compliqué. C'est une contrainte, c'est, pour moi, la contrainte la plus compliquée, c'est celle-là. C'est être prêt à midi, être prêt à 19h30. Et surtout, que tout soit bien, tout soit bon, tout soit assaisonné. C'est le plus dur, c'est la base de notre métier, mais c'est le plus dur. C'est la contrainte de se dire, on n'a jamais le droit à l'erreur. Mais alors, comment on gère ça? Parce qu'il y en a qui craquent, forcément. On fait pas une vie en se disant tous les jours qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Vous vivez avec, vous avez l'habitude, et puis surtout vous anticipez. On m'a reproché des fois de trop anticiper, mais de dire arrête de penser à ce qui va se passer plus tard, pense à ce qui se passe maintenant. Mais c'est vrai que par exemple, je reviens sur le moment de la terrasse le matin, ça me permet moi de décortiquer ma journée et de me dire faites un pré-bilan en fait. J'ai ça à faire. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai ça à faire. Et en fait, ça me permet d'anticiper pas mal ce qui va se passer. Et c'est vrai que hormis cette histoire de poisson,
il y a des choses qu'on ferait différemment. Ouais. Mais c'est pas des erreurs. Ouais. Et surtout quand vous ouvrez votre tôle à 30 ans, il y a des choses qu'on aurait certainement fait autrement. Ouais. Faites autrement, mais c'est pas vraiment des erreurs. C'est plutôt de l'expérience. Un jour, on m'a dit, Maxime, l'expérience, c'est une connerie par jour, mais jamais la même. Bon, ben voilà. Je pense que cette phrase, elle est top. Ouais, elle est pas C'est mal. vrai. Elle est pas mal. Ok. Un poisson par terre. Si c'est que ça va. Hein. C'est que ça va. Après, non. On a tous. En termes de management. Parce que le management, c'est très dur aussi. Et puis c'est beaucoup moins concret qu'un poisson qui tombe par terre parce et que qu'une cuisson qu'il faut rattraper ou machin. Quand vous travaillez l'humain, c'est le plus dur. Hein. Et c'est là que ça devient un peu compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'à force du temps, j'ai changé. Quand j'ai commencé et que j'étais sous-chef à 25 ou 26 ans, je suis plus toujours pareil. Votre façon de driver des gens parfois plus âgés que vous, qui sont arrivés des fois avant vous dans l'entreprise, c'est pas facile. Ouais. Et je pense on y va que peut-être un peu trop fort quand on est jeune, on essaie peut-être de. Faut montrer les épaules. Et si c'était à refaire, je pense que j'aurais moi la même attitude, mais l'approche que j'aurais avec le gars ou la chef ou le chef, peu importe, serait un peu différente. J'aurais eu un entretien, leur expliquer que moi j'ai pas fait en sorte d'absolument prendre cette place-là, mais que c'est comme ça, c'est la vie et voilà. De préparer un peu les choses. Ouais. Et les gens. Un peu plus. Ouais. Parce que c'est dur de vous dire que vous êtes. Pour vous, non, c'est top. Parce que vous brouillonnez autour de vous dire ah, j'ai une super place. Ouais, c'est à moi qu'on l'a confié. C'est à moi qu'on l'a confié, c'est génial. Et on oublie de préparer un peu. Il y a forcément pas une forme de jalousie, mais il y en a qui forcément pensent ça aurait pu être moi. Ouais. Bon, c'est quelque chose peut-être. On prend toujours la place de quelqu'un dans ce schéma, de toute façon. C'est clair. Mais c'est vrai que à refaire, mon management de départ, je l'aurais peut-être un petit peu modifié. Plus de dialogue. Plus de dialogue. Et moins de maintenant c'est moi. Et ça c'est aussi pour ça que j'ai changé un peu avec le temps. Ouais. On en parle des fois avec Valentin, je crie pas ou très peu. J'ai jamais trop crié, mais c'est vrai qu'il y a des fois quand vous êtes chef et qu'il y a une équipe de 25 avec vous, bon bah forcément il y a des fois vous devez un peu hausser la voix. Mais faut qu'il y ait toujours quand même une forme de respect dans la colère. Et ça c'est le temps qui vous le fait apprendre. Ouais. C'est difficile, c'est subtil hein. Oui, parce qu'on sur parle quand quelqu'un, même de colère. Faut quand même le respecter. Ouais. Ah bah oui, il y a des fois vous êtes en colère en cuisine. Ah oui, ça j'imagine, oui. Ouais. Moi, le chef, quand j'ai fait tomber le poisson, il était en colère. Hein. Voilà. Mais je me suis jamais senti humilié après avoir fait une bêtise. Et je pense qu'aujourd'hui, ça c'est important. Voilà. C'est contradictoire, mais il faut savoir respecter quand vous êtes en colère. Voilà. On va switcher, on passe du poisson qu'on a fait tomber par terre et de l'erreur qu'il nous apprend au plus beau moment. Alors, vous êtes encore jeune et votre carrière est loin d'être finie. Néanmoins, si on arrête les compteurs là et qu'on fait le match, est-ce qu'il y a un moment comme ça où vous avez dit waouh? Alors, vous avez vécu des trucs exceptionnels. Effectivement, c'est pas les dîners devant la Joconde. Le premier jour à l'école, c'était top parce que ça vous marquera. L'événement, bon, les croisières à Tahiti avec le chef, évidemment le dîner au Louvre, dîner dans des châteaux aussi exceptionnels. Et ça c'est des moments de vie, mais il y a des moments de carrière, parfois il y a des moments de reconnaissance, il y a des rencontres. Il y a un moment qui m'a marqué parce qu'il était super particulier. Mon entretien d'embauche à Apicius, ça s'est passé de façon super particulière. Je pars de Grenoble. Je dis à Eric, je vais faire un entretien à Paris, je vais quitter l'établissement, etc. Il dit, ok, c'est trop bien, Maxime, machin. Et en fait, j'avais programmé 3 entretiens sur la journée. 9h, en gros 15h, 18h, quelque chose comme ça. Ou 9h, midi, 15h, enfin bref, c'est pas très important. Premier entretien, je vais chez Apicius, à 9h. J'arrive dans le lieu, je me dis, waouh, je prends une petite claque. Super rapport à l'entretien. Je suis sorti à 9h30, j'ai annulé mes autres entretiens, j'ai avancé mon billet de train, je suis rentré à Grenoble. Sans avoir de la réponse. Je savais, le gars me dit, ouais, vous me donnez au courant. Bon, bah, je lui ai dit, pour moi, c'est bon, on démarre dans 15 jours, quoi. Et j'avais un bon feeling là-bas. Et ça, je me suis pas trompé, parce qu'aujourd'hui, on est en relation particulière avec le chef Vegato. Donc, voilà, c'était un bon choix. Ça, c'était un moment particulier. Et, naturellement, les clés ici. Les clés de ton premier resto, c'est toujours particulier. Je vais signer avec mon frère. Chez l'avocat, c'est spécial, sachant que 24 heures avant, ma fille, elle était en train de naître, quoi.
Donc ça fait beaucoup comme pas séquence. beaucoup dormi. Maxime, faut aller chez l'avocat. Ok. Et en 2 jours, il s'est passé des trucs de fou, quoi. Ah oui. C'est-à-dire que Sixtine est né, le 18, on signe le resto le 19, le 20, les travaux commencent, et après, les travaux avec votre fils, c'est différent, mais c'est aussi des travaux. Hein. Ouais. Les couches, les biberons, les nuits, les trucs. Voilà. Heureusement que Pénélope était là. Pourquoi les chefs ont toujours des enfants au moment où ils ouvrent leur resto? On choisit pas ça. Ah bah alors là, je peux vous dire que je commence à avoir une théorie, moi, hein, parce que C'est vrai franchement, dans 90% des cas, tout se cumule, tout arrive en même temps. Ouais, mais c'est un peu pareil. On en parlait, c'est marrant, on en parlait avec Valentin déjà hier. Même au boulot, on se rend compte que c'est souvent tout en même temps. Ouais. Un événement en ville, comment dirais-je, une private particulière avec un menu particulier. Gros rush, après... Un mec qui t'appelle pour lui faire le repas à emporter pour aller dans un jet. Toujours au moment. Ouais. Et vous savez pas comment ça se fait. La semaine suivante, c'est calme, y a rien. c'est tranquille. C'est calme. Ouais. Et ça, c'est toujours un peu comme ça. Mais ouverture de restaurant enfant, franchement, je vais commencer à les compter parce que c'est dans 80% des cas, Ouais. 18-19 août. de naissance, 2 bébés Ouais. en 48 heures. Pas mal. Juste si on revient sur cet entretien dont on se parlait, le premier, il y a une forme d'intuition là-dedans. Vous auriez pu choisir de garder les 2 autres, d'aller voir. Quelle est la part que vous confiez justement à l'intuition? Là, vous êtes jeune, c'est une place, vous venez de Grenoble, on est à Paris, enfin, vous auriez pu jouer de la sécurité, vous dire, attends, je vais quand même aller voir les 2 autres. Ouais. Comment on choisit sa maison, entre guillemets? Pas expliqué. Ah ouais. C'est pas expliqué. Je peux pas l'expliquer. C'est quoi? ça. C'est la maison? C'est la personne? Non, c'était un tout. Je suis arrivé dans ce parc, j'étais bien. J'ai fait l'entretien, on a parlé un peu le même, pas langage, mais pas loin. Et en visitant la cuisine, je me projetais, j'étais et de toute façon, dans notre métier, même si c'est pas ça, ce sera un autre. Enfin, il y en aura forcément d'autres. Et il y avait une forme de sécurité de se dire, je suis monté, j'ai trouvé mon truc, je rentre. Et j'avais déjà de quoi. Ici, j'avais de quoi me loger. J'avais déjà mon moyen de locomotion, donc j'avais tout autour du job, j'avais déjà une sécurité. Ouais. C'est pas con de penser à ça. Ça aide. Bah ouais. Je suis pas parti à Paris du jour au lendemain. J'avais un logement, j'avais une voiture, et du coup j'avais un taf. Mais si j'avais pas le taf, j'avais quand même un logement. Ouais. Bon, c'était chez mes parents, donc chez ma mère. Bon calcul. Bah ouais. Du coup, ça vous enlève quand même un poids. Ouais. Surtout à Paris. C'est plus certain. facile. Surtout à Paris. La route va se poursuivre. Ouais. Vous allez prendre votre indépendance. On s'est parlé de ses naissances. On s'est parlé de cet endroit. À un moment, les gens vous regardent. Alors, il y a ceux qui viennent dans la salle et puis il y a ceux dont c'est le métier. Les critiques, par exemple. Au début, vous êtes dans l'ombre d'un chef et c'est lui qui prend les coups ou les lauriers. Comment vous gérez le rapport à ceux qui vous observent? Comment vous prenez la critique? Mal. Non, je rigole. Non, ça veut dire que vous rigolez pas. Non, si, je rigole. En réalité, quand on vous dit que c'est bien, vous êtes content. Parce que il y a un peu une part d'ego, forcément. Mais quand on vous dit que c'est mal, c'est pas que vous êtes content aussi, mais vous savez que vous pouvez mieux faire. Et quand vous ouvrez votre tôle, c'est quand même super important de se dire qu'on n'a pas fini le jeu. Vous voyez? Et qu'on peut toujours s'améliorer. Alors, il y a des critiques qui sont constructives, d'autres qui sont... Il y en a que vous laissez de côté. Ouais, faut laisser de côté. Ouais. Faut faire un tri, évidemment. Mais quand vous avez en face de vous quelqu'un qui fait quand même beaucoup de restos, étoilés, non étoilés, qui a un palais qui est quand même affûté, s'il vous donne un avis, ça dépend comment il est donné, évidemment aussi. Il y a la forme. Mais il y a des gens que vous écoutez plus que d'autres. Et on a tendance quand même à plus écouter les critiques que les bons avis. C'est comme ça. C'est ce qui fait progresser. Avis, si vous avez 9 biens et une critique, vous allez souvent retenir la critique, mais c'est ce qui vous fait avancer. Ouais. Vous vous dites, voilà, ça, je peux faire peut-être mieux. Alors, faut pas oublier qui vous êtes. Voilà, il y a des fois on vous dit, tu devrais faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, fais ce que t'aimes, fais comme tu l'aimes, et je pense que les gens derrière ils seront sensibles à ça. Maintenant, si on vous dit oui, là ça c'est trop salé ou ça c'est trop cuit, faut pas être des idiots. Oui, des fois ça peut arriver. Voilà. Je me plains pas. Ici, on n'a jamais trop de problèmes. Voilà. Maintenant, vous avez c'est pas vraiment des critiques, mais c'est des avis constructifs sur, tu devrais plutôt espacer les tables,
dans ton ordre de service, tu devrais plutôt faire comme ça. Ce plat-là, plutôt que le faire très chaud, je le ferais peut-être un peu plus tiède. Voilà, c'est des petites choses. On sent que vous êtes à l'écoute quand même. Ah bah de toute façon, si vous n'êtes pas à l'écoute dans ce métier, pour moi c'est si vous êtes tout seul, la tête baissée, vous travaillez avec des gars en salle et en cuisine, si vous les écoutez pas, vous êtes mort. Enfin, vous allez pas être entouré quoi. Vous allez vous retrouver tout seul dans votre cuisine. Ouais, bien sûr. Bon, peut-être qu'il y en a que ça amuse. Moi, si je suis tout seul dans la cuisine, c'est terminé. Hein. Donc oui, c'est important d'écouter les gens. C'est important d'écouter. Encore une fois, par contre, j'insiste, il y a une façon de l'amener. Voilà. C'est toujours compliqué des fois quand vous êtes chef. Et ça peut être des fois un peu agaçant. Tous les métiers qui ont été créés autour de notre métier. Et au départ, vous comprenez pas trop. Je fais ça, machin. Et en fait, vous comprenez que c'est quand même des gens qui ont un bac important et qui peuvent vous amener quelque chose. Mais faut pas faire de scandale. Je trouve que ça marche pas. Il faut quand même un bac pour expliquer quelque chose. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a des c'est des critiques constructives, mais c'est une forme de critique particulière. On parlait de l'assiette tiède, on parlait de la table espacée, on parlait peut-être de plus de lumière. Mais si quelqu'un vous dit, même s'il fait beaucoup de restos, ce poisson-là, c'est trop cuit, ça va pas, vous allez moins la retenir. Parce que oui, peut-être qu'il a raison, mais c'est pas quelque chose, voilà, faire cuire un poisson, vous allez peut-être fait une erreur, on revient sur toujours pas le droit à l'erreur, mais ça va pas vous faire changer l'expérience ou même votre tôle. Et voilà, moi j'aime bien écouter un peu tout ça. Après, on fait le tri forcément, mais il y a des choses qui vous permettent d'avancer en tant qu'homme, chef d'entreprise et chef de cuisine, et d'autres qui vous font juste comprendre que vous avez fait une bêtise, quoi. Ouais. Oui, bon. On leur fera pas demain et basta. Bah voilà. Après, ça peut arriver. Je le dis souvent parce que les footballeurs, ils font pas tous des bons matchs. Hein. Ouais. On claque pas des buts à chaque rencontre. Les chirurgiens, c'est pareil, ils ont pas le droit de se louper. Ouais. Mais c'est vrai que quand on va dans un restaurant, on n'attend pas à ce que ce soit loupé. Voilà, exactement. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que c'est difficile. Bah ouais, c'est ça. Vous avez pas le droit, et puis on va pas vous louper. Ouais. C'est le cas de le dire. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, bah, vous avez des métiers vachement plus médiatisés où vous avez un trou, bah c'est pas grave quoi. Ouais. Un pilote de F1, j'adore le sport auto, il se met dans le mur, bon bah on va en parler 2 heures et après c'est fini quoi. Ouais. Bon bah là vous faites tomber l'assiette sur le client. Ouais, vous en entendrez vous parler. Vous allez entendre parler un petit moment. Ouais. Voilà. On perd l'étoile. Bon, il y a des chefs qui ont vécu ce moment-là. C'est super difficile à vivre. Ah ben. Mais on en parle tellement, alors que putain, ça peut arriver. Il faut juste se dire, vas-y, on se remet en selle et on avance. Mais c'est très compliqué parce que ça, les gens qui voient un restaurant, un chef perdre une étoile. Mais ils se disent c'est pas bien. Mais c'est pour ça que c'est super dur. Et ça, c'est très dur de se relever de ça. C'est un peu comme écrire un deuxième bouquin après avoir eu le Goncourt. Après, on se dit, il est pas bon, c'est de pas les perdre, évidemment, mais on parle énormément de l'obtention de l'étoile. Nous, on a envie ici, donc forcément, ça nous trotte dans la tête et c'est notre objectif. Mais c'est dommage aussi qu'on se dise, on en a perdu une, mais on peut retourner au combat. La perte d'une étoile, c'est pas un sujet, on n'en parle pas et c'est une terreur, en fait. Souvent, les étoilés qui perdent l'étoile, on les sait avant. Alors, c'est une façon peut-être un peu plus délicate de dire, voilà, mais, il y a, ce que je trouve admirable, c'est qu'il y a quand même un tas de chefs et de restaurants qui rebondissent en disant, bon, on va y retourner. Et ça, mais c'est dur, c'est dur. Parce qu'économiquement, il faut tout vous remettre en question. Ouais, vous partez de zéro, c'est une feuille blanche. Et puis, il faut que les gens acceptent de vous redonner la chance. C'est clair. Et c'est selon où on est, une perte d'une étoile, ça peut faire une baisse de fréquentation immense. Si vous êtes au fin fond, nous on est à Paris et ça va à bord. Si vous êtes au fin fond de la campagne, votre étoile, elle vous ramène quand même beaucoup de monde. Vous la perdez, c'est compliqué, quoi. C'est un drame. Donc voilà, c'est un peu c'est corrélé, mais une erreur. Pas que ça peut arriver, mais il faut savoir comment dirais-je, rebondir. Et des critiques, il y a des critiques qui vous font réfléchir et rebondir, et il y a des critiques qui vous dites juste bon oui, j'ai fait une erreur, ça va. Ça sert à rien on enfonce une porte ouverte là. Voilà. Je comprends. C'est comme ça que je vis le truc. Après quand même j'ai vachement de recul par rapport à tout ça. Je trouve que chaque avis est important. Mais c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. N'oubliez pas qui vous êtes et ce que vous aimez faire. Voilà, l'avis des gens, c'est aujourd'hui si vous faites je sais pas 1000 couverts à l'année, je dis une connerie, vous avez 1000 critiques gastronomiques. Voilà, c'est super dur de dire que vous êtes critiqué et analysé par 1000 personnes. Et je trouve que c'est devenu super ce côté jugement, je mets un avis, je donne mon opinion, c'est un peu le fouillis.
Ah bah oui. C'est un peu le fouillis. Parce que tous Les gens ont n'ont beaucoup pas le plus de même moyens poids. de l'exprimer, Eh oui. et puis mais ils ont pas tous le Eh même oui. savoir et la Mm. même. Et vous, vous êtes toujours là, vous êtes toujours cuistot, Ouais. vous êtes toujours là le matin avec votre équipe et vous essayez de faire le maximum. Et des fois vous dites bon, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est vrai que bon, je touche du bois pour l'instant ici à Gemelius, on n'a pas de problème. Bon. On a beaucoup de très bons avis, on a de bons articles. Donc là-dessus, on a eu des clients mécontents. Oui, Je pense que ça se compte sur le doigt d'une main, mais ces mécontents, peut-être qu'ils s'attendaient à manger autre chose, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on a un restaurant qui est un peu expérientiel, immersif, où c'est notre univers dans un cadre entre guillemets quand même conventionnel de gastronomie un peu bourgeoise, avec des petites touches de modernité. Mais quand même, quand vous poussez la porte, vous n'allez pas passer un moment conventionnel. C'est pas un restaurant normal. Déjà, quand vous avez un menu unique, c'est pas un restaurant normal. Ouais. Quand on vous impose quelque chose, c'est pas un restaurant normal. Et aujourd'hui, ça fait partie des mesures qu'on prend, nous, pour, entre guillemets, on revient sur ce qu'on disait au début, pas se faciliter le travail, mais pour faire encore mieux. Et surtout, pour des fois, prendre des moments où on souffle et on se dit, ça, je l'ai pas à la carte, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Ouais. Parce que cuisiner un plat, que vous avez travaillé 3 ans avant, vous avez fait 25 000 essais, c'est très bien, et il faut le faire, faut savoir le faire. Mais cuisiner un plat en 2 heures avec un produit que vous venez d'aller au marché, c'est pas si facile. Ah ben non. Et changer votre formule tous les 15 jours, c'est pas si facile non plus. Mais, encore une fois, ça vous permet d'apprendre. Et c'est de l'expérience. Et je trouve que c'est super important. Un cuisinier, il doit très bien savoir cuisiner je veux dire, c'est trop facile de mettre du turbo, du caviar, c'est très bon. Je dis pas, c'est pas le sujet. Mais il faut aller travailler aussi des produits un peu moins nobles. Et je trouve que, dans un laps de temps très court, c'est super intéressant de voir la patte d'un cuistot sur un produit qu'il est allé acheter au marché le matin en se disant, on va faire ça à midi. Ça challenge. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est important, voir ce qu'on a dans les tripes par rapport à ça. Alors du coup, ça vous oblige, et vous le dites, à écouter les gens qui viennent, qui vivent l'expérience. Il y a d'autres gens qu'on est obligé d'écouter dans la vie. C'est mon avant-dernière question. Ouais. Et l'entourage dans tout ça. L'entourage, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on a parlé de double famille là quand même. L'entourage, c'est dur pour 2 raisons. C'est que eux, en tant qu'amis ou famille, ils ont la facilité de vous dire des choses qui peuvent vous faire mal et vous dire des choses différemment d'un client. Ouais. Et vous avez aussi la facilité de dire, pardonnez-moi, tu dis n'importe quoi, tu dis que de la merde. Voilà. Ouais. C'est difficile l'entourage parce que vous avez peut-être encore envie de plus prendre soin de ces gens-là, mais la critique qu'ils vont vous faire derrière, elle fait mal. Ouais. Ou l'avis qu'ils vont donner, il peut faire mal. Voilà. Après, il y a aussi des très bons moments. On peut parler d'un moment marquant parce qu'on est un peu là-dessus. Mon frère vient déjeuner à Gemelius. En tant que client, voilà, on découvre le resto ensemble, donc on se construit, etc. On arrive à un niveau qui est quand même bien. Il vient, il mange un plat et il se met à pleurer. Et il me dit, Maxime, tu te rends pas compte l'émotion que ça me procure de manger ce plat-là. Ouais. Et ça, voilà, moment marquant. Ouais. Ouais. Là, c'est la double. Bah ouais, parce que du coup, vous vous dites, vous avez réussi. Vous avez réussi. Ouais. Tout simplement. Après, il faut dealer. On se parlait d'une double naissance qui se cumule en l'occurrence. Il faut aussi dealer au-delà des avis avec le quotidien. C'est pas facile de gérer l'implication que vous avez en cuisine, surtout quand on est en plus propriétaire de son lieu, et la vie qui se poursuit à ses côtés. Ouais, avec encore une fois, je veux dire, je pense que il y a beaucoup de couples propriétaires, et même si on n'est pas un couple propriétaire ici, le quotidien avec Pénélope, ma femme, moi, il m'aide quand même énormément
j'ai une sécurité. En quoi? La stabilité. La stabilité. Vous savez que votre famille, elle va bien, que en fait, vous avez la tête reposée avec votre femme. Si vous êtes bien, parce qu'elle gère et du coup que c'est pas un sujet. Elle gère, mais surtout, elle vous épaule. Vous lui apportez évidemment aussi autre chose, mais elle vous épaule, elle vous apporte quelque chose, une stabilité. Et quand vous arrivez dans votre établissement, l'esprit posé avec le côté familial qui est ok, derrière il peut pas vous arriver grand chose. Ouais. Enfin. Oui, mais c'est du taf pour l'autre quand même de faire en sorte que ce soit ok. Ouais, mais après c'est des histoires de couple. Et oui, mais c'est compliqué. Voilà, cet équilibre il est compliqué. Elle sait très bien que ma vie elle tourne autour de ça. Ouais. Elle sait très bien que des fois le week-end je peux partir en 2 minutes parce qu'il y a un problème au resto ou que j'ai un truc à faire, un petit travail, un meuble à construire ou j'en sais rien. Ouais. Il y a cette complémentarité à trouver. Ouais. C'est pas facile. Mais ça fait partie de l'équilibre d'un couple aussi. Ouais. Mais dans la vie d'un cuisinier, vous le dites, on a besoin de cette stabilité-là, pour le coup. Ah bah oui. Ça apporte énormément. Après, il y a aussi une sorte de rythme qu'on trouve, c'est-à-dire que malgré le fait que je passe beaucoup de temps ici et qu'on soit dispo H24 pour son entreprise, j'emmène ma fille à l'école tous les matins. Je vais la chercher quasiment tous les jours et je m'octroie une demi-heure, 3/4 d'heure avec elle à chaque fois. C'est primordial. Pas court. Ouais, c'est primordial, mais c'est pas courant. Ouais, mais mon équilibre il est comme ça. J'ai pas envie de voir ma fille. Enfin, les moments de vie que vous avez passés, il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont super importantes. Ouais. Et emmener ma fille à l'école et aller la chercher, moi je ferai pas autrement. Ouais. Et si je peux pas faire autrement, je trouverai une solution pour pouvoir continuer à le faire. Après évidemment, il y a des fois ça arrive où je peux pas y aller évidemment. Bien sûr, ouais. Mais dans mon programme, dans mon quotidien, ça c'est réglé et c'est indéboulonnable. C'est une question d'équilibre. Voilà. Et m'empêcher d'aller voir ma fille parce que telle ou telle personne a fait une bêtise, là je suis en colère. Voilà. Et c'est bête, mais c'est des moments, voilà, il y a la terrasse le matin quand vous arrivez, et puis il y a le moment que vous allez chercher votre fille. Vous avez fait un bon service, vous avez bossé, il y a un peu de monde le soir. Bon, quel plaisir de voir sa fille sortir de l'école avec un sourire. Ouais. Ça vous donne un petit coup de boost avant de partir. Et surtout, je rebondis là-dessus, votre vie fait que, et les moments de vie que vous avez passés, fait que vous devez vous raccrocher à des trucs super essentiels. Ouais. La famille, c'est super important. Ouais, on se recentre parfois. Et les exemples, j'ai des amis qui ont mis un peu en danger leur couple et leur stabilité pour un resto. Bon, ça, on en connaît tous. C'est quand même très courant justement. Ouais. C'est pour ça que c'est pas une question c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Il faut aussi des fois savoir prendre un peu de recul. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas facile dans ce métier. C'est pas facile dans ce métier. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Vos filles, votre femme, elles sont toujours là. Votre resto, c'est très bien. Moi, c'est mon bébé. Je fais tout pour mon restaurant. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui peut se passer ? Il va rien vous arriver de grave s'il y a 10 couverts. Ouais. Il faut savoir garder un peu ça en tête. Je pense que c'est important. Alors, dernière question. Ouais. Mais je connais la réponse. Je sais pas. Parce que certains chefs se la posent, certains chefs se la posent pas, mais néanmoins, j'imagine que la réponse évolue toujours un petit peu au fil du temps. Est-ce que vous le demandez parfois ? Pourquoi vous cuisinez, au fond ? Je pense qu'on va revenir un peu sur la première. Mais oui. Pour moi, on revient un peu sur la première question. Je cuisine, oui, mais je prends autant de plaisir à cuisiner ici qu'à faire une épaule d'agneau à la maison ou même des croque-monsieur. Pour créer le moment. Pour créer le moment. Ouais. Je pense que c'est ça définit bien. Et je cuisine ou je cuisine pas d'ailleurs. Parce que là, ce matin, je suis pas en cuisine, mais je sais qu'à midi, le moment qu'ils vont passer les gens, il va me toucher. Ouais. Vous le vivez comment ? Vous le vivez en cuisine ? Vous allez en salle ? Vous êtes quel genre de chef ? Je fais un peu les deux. Ouais. Enfin, et ça c'est pareil. On parle toujours d'évolution sur ces quelques années dont on a parlé ensemble. Il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, j'étais quand même vachement moins en salle. Ouais. Aujourd'hui, on a grandi, on s'est staffé, on a pris des automatismes avec l'équipe. Ouais, vous avez acquis une sécu en cuisine aussi, une confiance, j'imagine. Ouais. Alors là, par contre, la relation que vous avez avec votre second, elle est super importante. Ouais, bien sûr. Votre second, c'est votre femme, quoi. Enfin, ouais. J'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Valentin, bien souvent, on a une idée, on se dit on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça.
on arrive souvent à sortir quelque chose qui est exactement comme on l'avait imaginé. Il y a des réglages à faire, comme dans tous les plats. Mais souvent, et je parle de la sauce, c'est un bon exemple. Mon Val, on va faire une sauce un peu comme ça. J'ai d'autres choses à faire, donc c'est lui qui la cuisine, et souvent le second il cuisine plus que le chef. Alors j'essaye d'être beaucoup en cuisine pour regarder, analyser, corriger. Et puis pointer régulièrement. Ouais, bien exactement. sûr. Mais souvent, 9 fois sur 10, la sauce elle est pile poil, elle tombe nickel. Avant on parlait beaucoup des chefs, maintenant on parle beaucoup des chefs et des chefs exécutifs. Bien sûr. C'est des postes à part entière. Et pour avancer dans votre projet de restaurant, ça c'est primordial. Je sais qu'aujourd'hui mon second s'en va, je vais mettre un peu de temps à reconstruire la même relation. Ça fait 10 ans qu'on se connaît avec Valentin. Donc voilà, forcément. Et Laurent c'est différent parce qu'il est un peu plus âgé, donc il a déjà une sagesse. Laurent travaille en salle. En salle, ouais. Qui vous permet entre guillemets de passer des années entre guillemets. Ça va plus vite. Que ça fait que 2 ans, mais en réalité, on pourrait dire que ça fait presque 6 ans. Ouais. C'est-à-dire que il sait ce que j'aime, il sait ce que j'aime pas, il sait ce qui m'énerve, mais ça vous permet de gagner du temps en fin de compte. Et c'est vrai que même en salle, ça vous permet d'asseoir un petit peu l'atmosphère et la qualité de la salle, d'avoir quelqu'un aussi un peu moins pas fun, mais plus âgé, qui a un peu plus de bouteilles, et même après en termes d'équilibre dans le staff. J'adore le côté jeune, fougueux, mais c'est vrai que vous avez quelqu'un qui est plus âgé, qui pourrait être votre papa. C'est pas mal de penser à cet équilibre. Moi je trouve que c'est super important. C'est mon avis. Et quand vous allez sur ce terrain, puisqu'on en parlait, quand vous allez en salle, vous allez y chercher quoi? J'avais du mal à y aller. Laurent m'a dit de sortir un peu plus. Je sors un peu plus, mais les gens adorent. Et là, faut reconnaître un truc, c'est que notre métier a changé. Donc, il y a 10 ans, 15 ans, le chef, il allait pas en cuisine en salle. Ça n'existait pas. Non. Et maintenant, quand vous arrivez en salle, même, je suis pas quelqu'un de connu, les gens, en disant, tiens, c'est le chef du resto. Puis c'est l'événement du moment. Enfin, c'est l'événement du... Tac. Et vous voyez les yeux, tac, ils vous regardent. Et vous voyez qu'ils vous regardent et disent, faut que j'y aille. Et on en discute, etc. Mais l'échange. Moi, j'aime bien échanger avec les gens, entre guillemets. Ça doit booster quand même. Vous allez chercher un truc qui booste, j'imagine. J'y pensais, moi, régulièrement. Si vous allez en salle que pour avoir des lauriers. Pas que. Mais ça doit faire du bien quand même. Ouais, mais après, moi, on revient un peu sur ça. J'aime bien en savoir un peu plus sur les gens. Alors, ils ont passé un moment chez moi. On en parle, évidemment. Mais après, on essaie de toujours trouver des liens en commun. C'est un petit milieu, donc on a une clientèle aussi de passionnés, donc ils sont allés manger là. Tiens, ça c'est un copain. J'ai vu que vous aviez une bagnole au plafond. Vous aimez bien les voitures. J'essaie les voitures et machin et trucs. Donc en fait, après vous passez. Alors il y a des clients avec vous restez à table 3 minutes, et puis il y a des clients avec qui vous restez à table 45 minutes. Ouais. Voilà. Et je trouve que c'est sympa de créer cette relation-là. On est toujours sur le même fil rouge du moment qu'on passe à table. Les repas en famille, ils durent rarement 20 minutes. Bon, là c'est pareil. Créer du lien. Comparer les repas en famille avec ceux qui s'installent dans son restaurant, c'est là la vision d'un chef qui a toujours voulu cuisiner pour réunir. Comme chez lui, enfant, quand tout le monde était autour de la table. Parce que la vie fait que ces moments deviennent un jour des souvenirs. Certains, comme lui, courent pour en faire de nouveaux, pour multiplier les photos, les jours. La cuisine, bien sûr qu'elle est là, bien sûr qu'on la pousse. Et d'ailleurs, il l'a dit, il le verrait bien sous une étoile, son Gemellus. Et on va voir tout bientôt si le vœu est exaucé. Mais Maxime Lemeur et son équipe ne s'arrêteront pas là, quoi qu'il en soit. Ils continueront toujours à faire bien, à faire plaisir, à réunir, à ouvrir le midi et le soir, avec pour seule envie, celle de nous recevoir. Merci, chef, d'avoir pris le temps et d'avoir dit simplement et honnêtement les moments qui ont fait de vous celui que vous êtes aujourd'hui. Bon nombre de confrères se reconnaîtront sûrement dans ce que vous avez décrit et dans votre vision. On croise les doigts pour qu'une étoile rejoigne le ciel du 7e arrondissement, mais on vous donne déjà la nôtre et elle vient du cœur. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté Chef Expérience jusqu'au bout.
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme, écrivez-moi sur Insta. Alors je vais vous donner la bonne adresse d'ailleurs, car depuis des années je crois, je vous dis n'importe quoi, et je m'en suis rendu compte hier. Le compte du podcast, c'est chef au pluriel, _, là comme on dit, podcast au singulier, chef au pluriel, _, podcast au singulier. J'avais zappé ce tiré. Bref, écrivez-moi sur Instagram, j'adore échanger avec vous, et abonnez-vous car vous le savez, on a 3 rendez-vous par semaine ici sur Chef désormais. Alors à très vite, prenez soin de vous, cuisinez, faites le marché et parlez à vos proches de votre podcast préféré. Salut!